Bienvenue dans Ecom Lab, l'atelier où les e-commerçants racontent leurs expériences, leur parcours entrepreneurial. Dans ce podcast, ils partagent avec vous leurs expériences, succès, difficultés et l'histoire de la création de leur business pour vous inspirer dans votre propre aventure e-commerce. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Hildenbrand qui a fondé WatchDreamer en 2018. WatchDreamer est une plateforme suisse de vente en ligne spécialisée dans les montres de luxe qui offre un modèle innovant de financement à 0% d'intérêt. Cette plateforme, elle permet aux clients d'accueillir des montres de grandes marques en étalant des paiements sur plusieurs mois, rendant ainsi le luxe horloger accessible à une clientèle plus large. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce qui est en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Si vous souhaitez savoir si je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous en description. On pourra simplement discuter et voir ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Nicolas, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer WatchDreamer? Bonjour Paul, et tout d'abord, merci de me recevoir. Ce qui m'a inspiré à créer WatchDreamer, c'est tout bêtement une émission que tu connais certainement et que tout le monde connaît, qui s'appelle Capital sur M6. Euh, C'était il y a longtemps, c'était il y a déjà 11 ans. En 2014, j'ai regardé Capital à distance avec mon associé actuel qui est Ronan Pensivi, qui regardait également Capital chez lui. Et ils ont présenté une entreprise qui s'appelait LisaWatch, qui est en fait un modèle assez similaire au nôtre, qui a été lancé en France en 2014. Une entreprise qui n'a aujourd'hui peut-être pas forcément pris l'ampleur qu'on a réussi à prendre en Suisse en créant WatchDreamer, néanmoins qui a apporté cette idée que j'ai trouvée très innovante et à travers laquelle je voyais un beau potentiel en Suisse, sachant que beaucoup de gens aujourd'hui se font plaisir en achetant une voiture en leasing et je ressentais une certaine frustration par rapport au domaine de l'horlogerie et aux capacités d'achat des consommateurs ou futurs consommateurs qui justement n'avaient pas toujours les moyens de sortir 5, 10, 15 000 francs pour aller s'acheter une montre et qui pourraient profiter justement d'une facilité de paiement. Eh oui, eh oui on peut se dire, enfin, c'est moi quand j'ai découvert le concept de WatchDreamer, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai jamais vu ça auparavant. Et effectivement, en plus, voilà, tu es suisse. J'imagine que tu as un background dans l'horlogerie, donc tu dois peut-être avoir un réseau aussi dans l'horlogerie. Tu dois connaître quelques. Oui, alors peut-être juste pour terminer sur l'idée en soi, c'est vrai que la première fois qu'on a eu l'idée de développer le concept de WatchDreamer, c'était en 2014. Euh, Ronan et moi-même avons pris le temps d'étudier un petit peu tout le concept et la faisabilité du concept. On n'a pas été capable à ce moment-là de trouver un partenaire financier qui nous permette d'offrir du financement sur des montres. Tous les prestataires de leasing refusaient du fait qu'il n'y avait pas réellement de gage sur une montre comme une carte grise ou une plaque d'immatriculation qu'on va avoir sur une voiture qui permet finalement d'empêcher la revente frauduleuse et autres. Et c'est pour ça que le projet est resté un petit peu dormant pendant 4 ans jusqu'à ce que je décide de le lancer en 2018. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à trouver des partenaires financiers qui nous ont suivis et qui ont évolué à travers le temps. Hmm. Pour répondre à ta dernière question, oui, évidemment, en grandissant en Suisse, on baigne un petit peu dans le berceau de l'horlogerie. J'ai eu l'opportunité de connaître des gens parce que la Suisse, c'est tout petit. La Suisse romande, encore plus petit parce que c'est que 30% de la Suisse. Et c'est vrai que le berceau de l'horlogerie se trouve en Suisse romande, entre la Chaux-de-Fonds, euh, le Châtel, le Locle, la Vallée, etc. Et surtout à travers mon père à l'époque, qui a pu connaître différents acteurs de l'industrie horlogère, j'ai fait la connaissance de certaines personnes qui ont pu m'aider par la suite lorsque j'ai lancé WatchDreamer à m'introduire
notamment Jean-Claude Biver, qui est aujourd'hui probablement une des personnes les plus reconnues de l'industrie de l'horlogerie suisse, qui m'a aussi donné un petit coup de pouce quand j'ai voulu commencer à travailler en direct avec certaines marques. D'accord. Donc, le principal défi que tu as eu au moment de lancer Watch Dreamer, c'était pour le côté assurance, si j'ai bien compris. C'était de... Le principal défi que j'ai eu lorsque j'ai lancé Watchdreamer, c'était, alors le premier, c'était effectivement de trouver un modèle de financement qui soit simple et user-friendly, j'ai envie de dire, pour le consommateur. Hmm, Aujourd'hui, faire une demande de crédit traditionnel pour aller emprunter 5 ou 10 000 francs pour acheter une montre ou payer un voyage ou quoi que ce soit d'autre, tout le monde peut le faire. Néanmoins, c'est une démarche qui est quand même assez compliquée, qui demande pas mal de paperasse, qui demande des justificatifs de solvabilité, type fiche de salaire, type euh, vous devez donner typiquement euh, des justificatifs de loyer, des justificatifs de revenus, etc., etc. Et c'est finalement un gros frein pour quelqu'un qui serait amené sur une plateforme de vente en ligne, que ce soit pour des montres ou autre chose, hein, de se dire, ah bah tiens, si je veux acheter cette montre, on peut me permettre de payer en plusieurs fois, mais je dois fournir tout un tas de documents. hmm. C'est malheureusement comme ça qu'on avait débuté, avec du crédit traditionnel, à travers un courtier en crédit qu'on avait intégré directement sur notre plateforme. Néanmoins, les gens devaient fournir des justificatifs de solvabilité physique, donc papier, qu'ils devaient uploader à travers notre plateforme. Et on s'est vite rendu compte que 99% des gens quittaient le site à ce moment-là, Hmm. tout simplement parce que ça les embêtait. Ok. Ouais. Et donc, Donc, vous avez fait un gros travail de simplification à cet endroit-là. Et on a, ouais, légalement aussi, vous avez... on a fait un énorme travail pour trouver un partenaire financier qui nous permette de proposer du financement 100% digital, 100% instantané, c'est-à-dire qu'au moment où vous passez votre demande en ligne, Waouh. une fois qu'elle est validée de notre côté, alors on le fait encore manuellement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de notre côté. Certains partenaires ou certains concurrents, j'ai envie de dire, le font aujourd'hui de manière automatisée, ce qui veut dire que le client va remplir ses données. Une fois que les données sont remplies, elles sont traitées immédiatement par le partenaire financier. Et euh, à ce moment-là, le partenaire financier va valider ou Hmm. pas justement ce financement. D'accord. Euh, donc, donc nous, on le fait encore de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on prend le temps de vérifier chaque information parce Hmm. que c'est vite fait de faire une erreur dans son adresse, dans le numéro de la rue, dans l'adresse email, Hmm. dans le numéro de téléphone. Et dès qu'il y a une erreur et qu'il y a quoi que ce soit, une information qui est pas cohérente par rapport à vos réelles informations, il se peut que ça se transforme immédiatement en un refus Hmm. du partenaire, tout simplement parce qu'il vous a pas trouvé dans cette base de données et qu'il peut pas vérifier votre solvabilité. D'accord. Donc l'acceptation ou le refus est instantané parce que il y a un système automatisé, c'est ça, chez votre partenaire qui permet de chercher en base de données, retrouver la personne et vérifier si la Absolument. personne est solvable. Il y a un système qui est automatisé. Néanmoins, nous prenons tout de même la peine de Faire le vérifier manuel. vérifier Ok. avec un être humain Hmm. parce qu'on sait que, on le voit aujourd'hui typiquement. Je pense qu'on a encore environ 10 à 20% des demandes qui sont incomplètes ou qui sont incorrectes. Ce qui Ok. veut dire que c'est potentiellement des ventes à côté desquelles on passerait. D'accord, je comprends. Je comprends. J'aimerais juste revenir un petit peu sur Watch Dreamer et avant l'aventure Watch Dreamer. Qu'est-ce que tu faisais avant de créer Watch Dreamer? Quel est ton parcours initial? Est-ce que tu peux nous partager Alors, un peu alors moi, j'ai travaillé pas mal dans le courtage, d'abord dans le courtage immobilier, mhm. et puis ensuite, je suis parti dans le courtage financier. Euh, je suis parti travailler dans deux entreprises différentes qui faisaient du courtage en carburant, D'accord. plus précisément du courtage en biocarburant. Euh, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans. Et puis ensuite, j'ai monté une entreprise d'import-export de vin.
Mhm. ici en Suisse avec mon père qui lui arrivait à la retraite. On a décidé de faire quelque chose ensemble et on a monté cette société que j'ai gérée avec lui entre 2010 et 2017. Et fin 2017, lui a décidé de se retirer parce qu'il avait plus réellement envie de travailler. Et puis, ben, pour moi, tout l'intérêt était un petit peu de travailler avec lui. J'avais pas d'affinité particulière avec le monde du vin. Ça me titillait toujours de mettre en place le projet de Watchstreamer qu'on avait en tête depuis quelques années. Et j'ai donc décidé début 2018 de me lancer et de réaliser cette plateforme de vente. Ok. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire un pitch très court en deux, trois phrases au sujet de Watch Dreamer pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être, enfin, qui connaissent pas encore très bien ta marque et pour lequel c'est peut-être encore un peu flou le concept de Watch Dreamer. Est-ce que tu pourrais Yes. faire ça? Le concept de Watchdreamer, c'est en fait une plateforme en ligne qui regroupe une trentaine de marques, parmi les plus belles, que ce soit Hublot, Tag Heuer, Breitling, Chopard, Franck Muller, Omega, Rolex aujourd'hui, même si on vend que de l'occasion sur Rolex, alors que toutes les autres montres sont vendues neuves. C'est une plateforme en ligne qui regroupe une trentaine de marques, qui regroupe entre 1500 et 1600 références en permanence euh, à travers lesquels vous pouvez choisir de faire un achat qui sera financé, c'est-à-dire un paiement ventilé entre 12 et 48 mensualités. Si aujourd'hui vous choisissez d'acheter une Breitling à 4800 francs ou 4800 euros pour les auditeurs qui seront en France, vous allez payer 100 francs ou 100 euros par mois Hmm. pendant 48 mois. Et c'est donc un financement sans frais ni intérêt. Donc ça permet un Euh, plus je- grand nombre de. ou- Ouais. Oui, oui, bah écoutez, ça permet finalement, si on veut bien, il y a aujourd'hui quand même beaucoup plus de gens qui n'ont pas les moyens de mettre 5 ou 10 000 francs dans une montre que le contraire. Hmm. Donc ça nous a permis réellement d'ouvrir le segment, d'ouvrir l'industrie horlogère à un segment de clientèle qui n'était pas réellement démarché jusqu'à aujourd'hui. D'aller trouver une clientèle qui est totalement complémentaire à celle de l'industrie horlogère et qui n'est pas la clientèle qui va rentrer traditionnellement dans les bijouteries des différentes marques ou des différents détaillants horlogers pour aller s'acheter une montre. Hmm. Donc ça, c'est un petit peu le concept qu'on a créé avec WatchStreamer. Euh, ouais, je pense on a un petit peu fait le tour on a un petit peu fait Et, le tour du concept. et donc tu travailles avec une quinzaine de marques, c'est ça? Une quinzaine de. Non, on travaille. Alors, on a aujourd'hui une trentaine de Une marques trentaine. proposées sur le site. Il faut savoir qu'il y a des marques avec lesquelles on travaille en direct, typiquement les marques du groupe LVMH, Hublot, Tag Heuer, Zenith, et d'autres comme Breitling, etc. Et il y a d'autres marques qui aujourd'hui encore imposent d'avoir un point de vente physique Hmm. pour pouvoir représenter leur marque. On espérait que cette obligation Soit levé, ouais. soit levée à travers le Covid, parce qu'on a quand même Hmm. fait un beau pas en avant sur Sur le digital. le e-commerce et le digital pendant cette période-là. Mais il s'est avéré que Hmm. voilà, certaines marques s'y tiennent. Ils ont des contrats qui les obligent finalement d'imposer ce point de vente physique et refusent pour le moment de travailler avec des plateformes qui sont 100% digitales, Hmm. sans représentation physique. Et justement, pour revenir là-dessus, comment avez-vous réussi à convaincre ces marques de luxe de collaborer avec vous? Et au tout début, j'imagine, voilà, vous travailliez pas encore avec de marques. Comment vous avez fait pour convaincre ces marques-là de vous rejoindre? Alors, au tout début, je suis allé voir des détaillants, donc des bijoutiers, euh, en leur disant, bah voilà, si vous avez des marques ou des modèles que vous avez plus de peine à vendre, moi je serais prêt à les mettre sur ma plateforme afin de voir si on arrive à les vendre en leur offrant un financement. Et rapidement, les quelques bijoutiers qui avaient décidé de me suivre et de me donner l'occasion de travailler avec une partie de leur stock
ont vu que ça fonctionnait bien et m'ont dit, bah, écoute, dans le cas présent, on va te permettre de travailler avec l'entier de notre stock. Euh, donc, nous donner toutes les marques qu'ils représentaient. Il faut savoir que certaines marques ont toujours été protégées, comme Rolex, Cartier, typiquement, c'est des marques qu'on nous a jamais données, Hmm, parce que c'est des marques qui fonctionnent très bien, hmm, parce que c'est des marques qui permettent aujourd'hui à beaucoup de détaillants de vivre, hmm. qui représentent 50, 60, 70% de leur chiffre d'affaires. Et donc, ils voulaient pas prendre le risque d'aller perdre Beaucoup la là-dedans. marque voilà, ouais, 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 ou je comprends. d'aller se mettre à dos certaines marques. Mais pour le reste des marques, qui sont peut-être des marques un peu plus courantes, Hmm, on a commencé à travailler comme ça. Nous, en voyant qu'on avait quand même un potentiel de vente important, on s'est rapproché de certaines marques. Mais les marques étaient frileuses, elles comprenaient pas très bien ce qu'on faisait, elles ne savaient pas si on était du marché gris, elles ne savaient pas hmm, si on vendait des montres au rabais, etc., etc. Donc, il y a une incompréhension qui a plané pendant un certain temps, qui nous a pas mal desservi et qui nous a empêché de réellement rentrer en contact avec des personnes décisionnelles au sein des marques. hmm, Euh, Néanmoins, lorsque le Covid est arrivé et hmm, que pas mal de marques, si ce n'est toutes les marques, ont été amenées à fermer boutique et à trouver des points de distribution alternatifs aux points de distribution traditionnels qu'ils avaient, on a eu la possibilité de reprendre contact avec certaines marques qui, à ce moment-là, ont entrouvert la porte pour voir ce qu'on avait à dire. hmm, Et puis certaines ont dit, bon, bah écoutez, faisons un test. Je pense que l'idée de base était de nous tester pendant la période du Covid, pendant les confinements, pendant les lockdowns, pour voir si ben, on arrivait à générer finalement un business qui serait que du bonus pour eux parce que eux-mêmes n'avaient à ce moment-là pas les e-commerce en place leur permettant de faire de la vente du jour au lendemain. Euh, et donc, ils nous ont testés. hmm. Et toutes les marques qui nous ont testés à ce moment-là sont encore aujourd'hui nos partenaires. On est fiers de le dire. Et pour la majorité d'entre elles, on est devenu parmi les plus gros revendeurs en Suisse. Et pour certains, on est aujourd'hui le plus gros revendeur en Suisse Waouh, à travers notre site. Donc, waouh. il y a certaines marques pour lesquelles aujourd'hui, on vend 5 à 600 pièces par année, Hmm. ce qui est sur un marché comme la Suisse, hein, qui, je le rappelle, compte pas plus de 8 millions d'habitants. C'est des gros chiffres. Hmm. Waouh, c'est impressionnant. Et vous rajoutez combien de marques à l'année? Est-ce que vous faites une progression ou est-ce que Non, écoutez, aujourd'hui, on se contente en grande partie des sources de stock avec lesquelles on travaille, que ce soit les marques en direct ou que ce soit à travers des détaillants. Il y a quelques marques avec lesquelles on est encore en discussion, qu'on essaie un petit peu de convaincre, hein, pour pas dire de draguer Hmm. et de ramener de ramener dans notre direction. Hmm. Euh, les discussions sont ouvertes. Ce sont des marques qui aujourd'hui nous tolèrent. Elles savent qu'on fait pas de mal à l'image de marque, qu'on fait pas de mal à la cote de la marque parce qu'on vend les montres au prix liste. Donc ça a toujours été une règle chez Watchhammer, c'est qu'on respecte les prix publics. Hmm. Le prix que vous avez payé la montre chez nous, c'est le même prix que vous allez la payer dans une boutique. Et ça nous a permis de montrer aussi aux différentes marques qu'on a envie d'avancer main dans la main avec l'industrie horlogère et avec ces marques, et qu'on n'a pas envie d'être perçu comme un ennemi, un Ouais. discounter, un acteur du marché gris. Non, au contraire, aujourd'hui, toutes les marques qui bossent avec nous se rendent compte qu'on est vraiment complémentaires, qu'on leur apporte une clientèle qu'eux ne démarchent pas, et qu'on arrive à travailler ensemble, quoi. Ouais, j'imagine Donc, que dans le monde du luxe, c'est important de ne pas se positionner comme un discounter. c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et aujourd'hui, ben voilà, la seule marque finalement, les deux seules marques qu'on vend euh, aujourd'hui, avec des prix qui peuvent différer des prix des bijoux traditionnels, sont Rolex et Tudor.
Et c'est parce que c'est les deux seules marques qu'on vend d'occasion sur notre site. Donc, c'est que de la deuxième main. Et puis, bah, les prix fluctuent suivant les variations du marché Hmm, et suivant la demande de chaque référence. hmm. Et donc, du coup, de votre côté, la marge que vous touchez, c'est la marge détaillant, finalement. C'est la Oui, même. Ouais. exactement. Ok. Ouais, 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 ouais. Ok. Je voudrais te poser une question sur la répartition démographique pardon, de ta clientèle. Est-ce que tu dirais que c'est Mhm. plutôt des jeunes qui viennent acheter sur ta plateforme ou est-ce qu'on voit un peu de tout, plutôt des hommes, plôt des femmes, ou c'est difficile à dire? Oh, alors, au niveau de l'âge, on a un âge moyen qui se situe autour des 35 ans. Ok. On est sur du 25-45, avec une moyenne, effectivement, qui se trouve pile au milieu. Hmm, Pour ce qui est, par contre, de la répartition homme-femme, on est sur un 70-75% d'hommes hmm, pour 25% de femmes. hmm, Euh, On est en train d'essayer de faire évoluer un petit peu ça, notamment à travers les bijoux. On a rajouté une offre de bijoux sur le site. Ça va faire 2 ans maintenant, au mois de juillet, qu'on a lancé les bijoux avec différentes marques comme Messica, comme Dinvan, comme Fred, des marques de bijoux un petit peu fashion, comme on les appelle, hmm. qui nous permettent d'attirer justement une clientèle plus féminine. Ok. Ok. Euh, donc, j'imagine au niveau de, oui, bien sûr, au niveau de la démographie, avec les bijoux, il y aura une clientèle plus féminine qui va arriver. Euh, Alors, on en a parlé un petit peu, mais comment est-ce que tu gères les risques associés au crédit au crédit à la consommation? Euh, Quand alors tu m'as dit que tu as un partenaire financier avec lequel tu travailles. Euh, Mhm. Comment ça se passe concrètement si, par exemple, je sais pas, la personne ne renvoie pas la montre ou arrête de payer, ce genre de choses? Enfin, j'imagine que c'est le partenaire qui fait ça, mais est-ce qu'il y a des process en place? Comment tu gères ce genre de cas? J'imagine que ça arrive peu souvent, mais. Il faut savoir que nous, on est aujourd'hui pas directement inquiété par le défaut de paiement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une montre avec un financement, notre client s'engage vis-à-vis du partenaire financier qui lui prête le montant, la somme en question pour pouvoir s'acquitter du paiement de sa montre. Et à partir de là, le client qui a acheté la montre a un contrat avec le partenaire financier qui est comme un contrat de leasing, si vous voulez bien, pour une voiture, Hmm, où il a tous les mois une redevance. hmm, C'est donc le partenaire financier qui assume le risque de non-paiement. hmm, Nous, étant donné l'importance et les proportions du financement par rapport à nos ventes globales, qui représentent aujourd'hui quand même 99% de nos ventes sont en financement, on s'inquiète de s'assurer que nos clients sont des bons payeurs et hmm, ceux qui seraient amenés à ne pas l'être sont rappelés à l'ordre. hmm, Donc, on fait un travail en amont chez nous, tout d'abord de vérification et un filtrage par rapport aux différents critères de sélection pour vérifier la solvabilité des clients. hmm, Euh, et puis ensuite, si on est amené à voir qu'un client ne respecte pas ses paiements, ses mensualités, etc., on va prendre le temps de lui écrire, de lui téléphoner, hmm, non pas pour le menacer, mais déjà pour le rendre attentif au fait qu'il a du retard sur ses paiements, pour le rendre attentif qu'après 1, 2, 3 mois, suivant les clauses du contrat et le partenaire financier, il va se retrouver avec des poursuites, il va se retrouver à devoir rembourser l'entier de la somme, etc., etc. hmm. Des choses dont les gens sont peut-être pas toujours Conscient, ouais. conscients. Hmm, Et qui souvent, bah voilà, quand vous vous dites que vous avez 100 euros ou 100 francs à payer par mois, et puis que bah, vous êtes en retard, puis que vous allez devoir payer 200 ou 300 euros, mais qu'on vous explique que si vous ne les payez pas, vous allez devoir payer 4 500 euros, bah souvent, on se décide à faire le nécessaire pour régler ces 200 300 euros et reprendre un cours de paiement normal à 100 euros par mois après ça. hmm, Donc voilà, on essaie vraiment
d'accompagner le client aussi à travers ce processus-là, d'accompagner notre partenaire financier tout au long du recouvrement pour être sûr que les mensualités soient payées à temps. Pour nous, finalement, c'est du bon sens, c'est une situation de win-win et on sait très bien qu'à terme, si notre portefeuille client, entre guillemets, est de mauvaise qualité et a un taux de défaut trop important, Hmm, ça se retournera contre nous. hmm. Donc voilà, on fait peut-être un travail complémentaire et un travail supplémentaire par rapport à ce qu'on serait obligé de faire contractuellement, mais on le fait de bonne intelligence pour s'assurer voilà, que tout roule pour tout le monde. Fais-tu appel à des prestataires, des services tiers, peut-être pour t'amener des informations supplémentaires, autres que ton partenaire financier? Je ne sais pas s'il existe des API ou des choses comme ça qui peuvent t'apporter des informations Euh, supplémentaires. alors, oui, on a un système de reconnaissance faciale Hmm, qui nous permet de contrer la fraude. On a eu, durant une certaine période, c'était pas l'année dernière, c'était en 2023, on a eu tout d'un coup pas mal de fraudes, des bandes organisées qui ont commencé à acheter sur notre plateforme à travers l'usurpation d'identité. hmm, Euh, et pour parer à ce problème, on a mis en place maintenant un système de reconnaissance faciale qui s'appelle Identify. Et dès qu'on a le moindre doute hmm, par rapport à l'identité d'un client, parce que le numéro de téléphone ne colle pas, parce que l'adresse email ne joue pas, parce que c'est un homme qui nous écrit alors que la pièce d'identité c'est une femme, hmm. ce genre de choses, on envoie ce lien qui est un système de reconnaissance faciale à 180 degrés ou que Ah, vous devez faire en direct. hmm, hmm. Très bien. euh, qui va être identifié directement à la pièce d'identité de la personne. Et ça nous permet justement bah, de filtrer énormément les personnes frauduleuses ou mal intentionnées qu'on pourrait avoir de l'autre côté. Hmm, Et je touche du bois. Je dis pas qu'on en a plus du tout, hmm, mais je pense que ça nous a permis de diminuer. Alors ça et d'autres choses qu'on a mis en place aujourd'hui de 90% les fraudes qu'on a pu avoir à travers les premières années. Ouais. ok, ok. Ouais. Et 90%. Et du coup, ça représente combien de tentatives à peu près? Si tu peux donner un ordre d'idée, t'es pas obligé de donner un chiffre précis, bien sûr, mais sur une année, par exemple, combien tu as à peu près, hein, tu dirais, de tentatives comme ça? Euh, C'est plutôt en milliers, c'est, c'est plutôt en centaines, c'est ça. en centaines. En centaines, En ouais, centaines, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, en centaines. Donc ça c'est clairement un défi que vous avez dû, important, que vous avez dû relever chez Watch Dreamer. Dirais-tu qu'il y a aussi d'autres défis importants que vous avez dû relever chez Watch Dreamer, peut-être au niveau de votre plateforme, la mise en place de la plateforme, le scaling, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres défis importants auxquels vous avez dû faire face? Bon, j'ai envie de vous dire que les défis, on en a Tout le vraiment tous temps. les jours, hein, mais c'est un peu comme tout Habituel. entrepreneur. Ouais. Euh, Écoutez, aujourd'hui, les plus gros défis qu'on a, j'imagine que c'est un bon problème, mais c'est souvent le sourcing. Hmm, Pour certaines marques, on vend plus de montres qu'on arrive à livrer. hmm, Si je dois mettre en avant un défi qu'on a au quotidien, c'est évidemment celui de pouvoir sourcer assez de montres pour répondre à la demande. On a certaines références de certaines marques qu'on retire même de manière assez régulière, je dirais une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On va retirer certaines références du site parce qu'on sait que on hmm, n'a pas envie que nos clients aient 2 ou 3 mois d'attente pour pouvoir prendre possession de leur montre. Donc ça, aujourd'hui, c'est un gros défi. Euh, hmm, on espère pouvoir le régler parce qu'on est en discussion avec les marques en question. hmm, Euh, on espère qu'à travers le temps, on arrivera à travailler en direct avec certaines de ces marques pour lesquelles on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de demandes. Et qu'on puisse justement bah, simplifier le sourcing de certaines références. Ça, c'est peut-être aujourd'hui notre plus gros défi. Ensuite,
un défi quotidien qu'on s'impose. C'est vraiment la qualité du service qu'on offre qui aujourd'hui se doit d'être le plus irréprochable possible quand vous agissez et que vous êtes un acteur de l'industrie du luxe. Mhm. Plus que dans n'importe quel e-commerce où finalement les gens vont aller acheter des médicaments, une paire de chaussures à 100 ou 200 francs, un jean. Ouais, Quand les gens achètent une montre à 10 ou 15 000 francs, vous avez juste pas le droit à l'erreur. ouais, Vraiment. ouais. Ouais. Tu pourrais donner Donc, des exemples? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, concrètement, ce serait par exemple au niveau du packaging, vous faites très attention? Est-ce qu'il y a des petits éléments comme ça auxquels... alors oui, Comme... eh ben, Ouais. évidemment, ça en fait partie, mais je vais vous dire, le plus important aujourd'hui pour moi, c'est le temps de réponse. Hmm. C'est le temps de réponse. Il y a deux choses. La première, j'ai constaté lorsqu'on a créé WatchDreamer euh, que beaucoup de sites de e-commerce ne vous donnent jamais les moyens de les contacter ou très difficilement. C'est Pour aller vrai. trouver une adresse email, ils vous ramènent tout sur FAQ sans cesse, ou alors une adresse email contact si vous avez de la chance, vous avez une réponse dans les 48 heures, et encore si vous avez de la chance, parce qu'en général, sur les grandes plateformes, ça prend plutôt 3 4 jours pour qu'on vous réponde. Et je vous parle même pas d'avoir un numéro de téléphone, hein. Ouais. Alors, un numéro de téléphone, c'est introuvable. Donc, nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est notre numéro de téléphone. Si vous avez la moindre question, alors on a évidemment un chatbot sur le site, etc., sur lequel on répond en permanence, mais avoir un numéro de téléphone, avoir un humain qui vous répond et qui vous fait pas attendre, qui vous passe pas d'un service à un autre. Voilà, vous appelez chez nous, vous pouvez parler en français, en anglais, en allemand, en italien, on vous répond. Waouh. On a quelqu'un qui est là. Si on doit passer 40 minutes au téléphone avec la personne pour lui expliquer ce qu'elle est en train d'acheter ou si elle a un problème pour réaliser son achat, on le fait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Hmm. On a pas mal d'échos d'autres plateformes ou d'autres sites de luxe, etc., où les gens vont acheter des articles Hmm. ou quand ils ont la moindre question ou un problème, ils téléphonent, ils arrivent sur une hotline, on vous met en attente pendant 20 minutes. Pour moi, c'est inacceptable. Hmm. On l'a tous vécu. Alors, quand c'est chez votre opérateur téléphonique, on le comprend tous. Ouais. Quand vous appelez dans une grande marque de montres ou de bijoux Ouais. et que ça se passe comme ça va pas. Ouais. Ouais. Donc, à notre échelle, parce on reste tout petit, hein, on prend le temps. Et c'est aussi pour ça, souvent les gens me disent, ah, c'est super, t'es tout seul. Comment ça, je suis tout seul? Non, on est 10 personnes, on a 4 développeurs à plein temps qui font tourner la plateforme. Elle est en amélioration continue. On a des chantiers continus. On est en moyenne, on est sur une trentaine d'améliorations Hmm. constantes sur le site. Et c'est des petites choses que vous ne voyez pas, que le client final ne voit pas, mais c'est des améliorations et pour le client et pour nous au niveau de l'automatisation dans notre back-end pour s'assurer que notre plateforme tourne, pour s'assurer que les choses soient faites le plus simplement possible Hmm. et que justement on ne perde pas trop de temps sur certaines tâches pour avoir justement le temps de répondre aux clients, etc. Hmm. On a 4 personnes au sales aussi. Et ça, c'est des gens ben voilà, qui passent leur journée à répondre au téléphone. Hmm. On en a 100 par jour des coups de fil. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc voilà, ça demande du temps, ça demande du personnel, ça demande des gens qui sont formés, des gens qui sont aptes à répondre, qui prennent le temps. Et ça, à mon avis, aujourd'hui, c'est une qualité non négligeable de WatchDreamer. Et c'est peut-être ce qui va nous différencier justement d'un e-commerce traditionnel. Et c'est ce qu'ont peut-être de la peine à comprendre certaines marques horlogères qui disent on ne travaille pas avec vous parce qu'ils savent que le e-commerce, c'est du e-commerce et puis que Hmm. finalement, bah, vous êtes seul face à votre écran. Bah, chez nous, c'est pas le cas. Hmm. Oui, oui, il y a un peu cette idée préconçue de l'e-commerçant qui est seul chez lui devant son écran. En fait, il y a de tout, hein. Il y a évidemment ce genre Oui, de cas et il y a des entreprises comme la vôtre où vous êtes plus d'une dizaine et où vous faites un travail remarquable au niveau du service. Euh, tu as parlé des délais tout à l'heure. Tu m'as dit, pour certains modèles de montres, certains modèles de montres sont tellement demandés qu'il y a ouais, une rupture d'approvisionnement. Est-ce que ouais. c'est vraiment un problème dans le luxe de les faire attendre? C'est quelque chose que tu as remarqué? Si par exemple tu leur dis d'attendre
3 mois. Euh, Est-ce que pour toi, tu penses que ça va freiner les achats? Euh, euh, oui, ça va créer des frustrations. Ça va créer des frustrations, on le voit. Même dans le luxe, aujourd'hui, je pense que les gens... le problème qu'on a, c'est que les gens qui achètent en ligne ont l'habitude d'avoir tout tout de suite. Hmm, Bah, je pense que tu l'as déjà vécu quand tu achètes quelque chose en ligne. hmm, Imaginons que tu l'achètes le lundi, si tu l'as pas reçu d'ici vendredi, bah voilà, tu fais un peu la grimace, tu te dis bon bah c'est pas sérieux, etc. On sait tous qu'aujourd'hui, pour faire venir un paquet de l'autre bout du monde, ça prend 48 heures. Le temps qu'ils l'emballent, qu'ils le mettent, qu'ils le facturent, il n'y a pas de raison que ça prenne plus que 3 4 jours. Voilà. Ça, c'est un petit peu le raisonnement des gens. Après, nous, on est une plateforme. Donc, le concept de la plateforme, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc, de stock physique. On a tout ce qui est en stock chez nous est en stock chez nos fournisseurs, dans les manufactures, dans les bijouteries avec lesquelles on travaille. Mais ça implique tout de même, ben voilà, un trajet supplémentaire entre la manufacture chez nous, ensuite le paquet est conditionné chez nous, envoyé au client final. hmm. Quoi qu'il en soit, on remarque que les gens chez nous sont contents d'attendre 2 ou 3 semaines pour une montre. Quand je dis content, Hmm, ils sont satisfaits si ça arrive sous un délai comme celui-ci. hmm, Dès qu'on dépasse les 3 semaines, qu'on arrive plus proche du mois, hmm. on sent de la frustration. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Et même si tu le signales au niveau de l'achat? Oui, Ok. ouais. Euh, Pourquoi? Parce que euh, tu vois, souvent, si on se dit qu'on achète une voiture et puis qu'on doit l'attendre 3 mois, c'est long, mais on a l'habitude. Voilà, on se met dans la tête que voilà, elle est à l'usine, ils ouais. doivent la construire, etc., l'importer, blablabla, tout ce qu'on veut. Le problème de la montre, c'est que finalement, contrairement à une voiture, la montre n'a pas d'option. Donc la montre que tu vas acheter, Hmm, ça va toujours être la même. Tu choisis ouais. ta référence et elle sera toujours absolument identique. Et ils s'en vendent des dizaines ou des centaines par jour dans le monde. Hmm, Donc tu te dis, je comprends pas pourquoi la mienne met autant de temps à arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, l'autre problème, c'est que souvent, ben, pour prendre une Omega Speedmaster, qui est la montre de base et qui est la montre à laquelle je faisais référence, souvent, on a tellement, tellement, tellement de demandes sur cette pièce-là qu'on doit la retirer du site. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais je comprends pas pourquoi moi je dois attendre 2 mois alors que je peux aller dans quasiment n'importe quelle bijouterie en ouais. Suisse qui vend Omega et ils en auront une en stock. Oui, mais Donc, ils pourront pas bénéficier du modèle de financement à 0%. non, non, ils pourront pas. Hmm, Mais ça, ils l'oublient assez rapidement. ouais, je Du vois. fait que tu leur offres la possibilité de financer, que malheureusement, bah, toi, tu croules sous les demandes et que même si bah, voilà, le bijoutier du coin, on a une en vitrine qui traîne depuis 6 mois parce qu'il n'arrive pas à la vendre, Hmm. nous, malheureusement, on peut pas aller chercher cette pièce-là et il va falloir être un tout petit peu patient pour avoir les références les plus demandées. Voilà. Les délais de livraison, c'est quelque chose de très sensible hein, dans l'e-commerce. On essaie tous Oui. de les réduire au maximum. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Complètement. Et puis, bah, souvent, tu sais, on a aussi souvent affaire à des gens qui mettent, qui semblent pas être conscients du fait que tu leur proposes justement cette facilité de paiement, qui pourrait bah, les rendre un petit peu plus compréhensifs ou patients Ouais, par rapport à un délai d'attente. Euh, il y a des gens qui nous appellent, qui disent c'est scandaleux, j'ai payé ma montre 10 000 francs, elle n'est pas là. Alors, bah, déjà, tu te dis, tu n'as rien payé pour le moment parce que tu commences à payer 30 jours après la livraison de ta montre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, tu ne la payeras pas 10 000 francs, tu vas la payer 220 francs par mois. ouais. Donc, ce sont déjà des choses voilà, dont tu pourrais te satisfaire et qui pourraient t'amener à être un petit peu plus compréhensif par rapport à une situation ou un délai de livraison. Après, on parle beaucoup de ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on livre 80% des montres qu'on vend sous 7 à 10 jours. Hmm. Et quand je dis 7, toutes les manufactures avec lesquelles on travaille, les montres nous sont livrées dans les 48 à 72 heures et livrées sous 24 heures aux clients.
Hmm. compte signature, présentation de pièce d'identité. Donc, c'est en tout cas 80% de nos ventes. Après, oui, il y a les exceptions qui font que tu vas devoir attendre un petit peu plus. Je te dis 2, 3 mois. En général, c'est plutôt 2, 3 semaines. Hmm. Dans de nouveau la majeure partie des cas, une montre qui va prendre 2 mois à arriver, c'est moins de 5% des montres qu'on vend. Mais c'est des références sur lesquelles on a beaucoup d'attentes. Alors, comme tu le mentionnais, oui, on prévient le client. euh, et en général, dans 9 cas sur 10, il dit OK. Mais on a un cas sur 10 où il dit je comprends pas, ça me va pas. Puis bah, on dit bah, on est désolé, malheureusement, c'est ce qu'on peut vous offrir de mieux. Mais c'est aussi pour ça qu'on met pas de délai de livraison sur les montres en ligne. Hmm. On pourrait, on l'a eu fait. Le problème, c'est que on mettait les délais de livraison sur les références sur lesquelles on savait qu'on pouvait garantir un délai de livraison, qui représentait 80% de notre stock en ligne. Le problème, c'est que quand quelqu'un commandait une montre qui faisait partie du 20% restant sur lesquels on n'avait pas de livraison garantie, même si on avait toujours une fourchette à annoncer, Hmm. euh, les gens nous disaient, c'est scandaleux, moi j'ai vu que sur le site c'était 4 à 6 jours, on disait, pas sur cette pièce. Classique. Bah, ils ne voulaient plus rien entendre. Donc voilà, on a fini par les retirer. D'accord. Et donc pour ces 20% de montres, donc il y a plus de problèmes pour les sourcer, pour avoir de l'approvisionnement. Est-ce que tu peux te permettre de les vendre en seconde main, de trouver ces modèles-là d'occasion finalement et de les revendre? Est-ce que tu y as pensé ou est-ce que tu penses que au niveau de la logistique, c'est un peu un cauchemar peut-être? Je sais pas. Non, on le fait pas pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a pas d'horloger. On n'a pas d'horloger ici qui nous permette de réviser ou d'authentifier une montre. Donc ici, on va jamais ouvrir une montre, regarder le mouvement, regarder comment elle fonctionne. C'est pas notre métier. On travaille évidemment avec des horlogers attitrés. Chaque fois qu'on a un problème, un retour, on a plusieurs horlogers avec lesquels on travaille, dont un en particulier qui travaille très très bien, qui est un ancien horloger de chez Rolex. Euh, Néanmoins, c'est pas notre métier. Donc, du moment que moi je peux pas t'authentifier une pièce, t'assurer qu'elle est en parfait état de fonctionnement ou qu'elle est bien authentique et que tous les composants de cette pièce-là n'ont pas été changés ou je ne sais quoi. Alors oui, évidemment que chaque montre, on pourrait les prendre puis l'amener chez l'horloger pour vérifier. Mais ce serait une perte de temps. Ouais, c'est pas scalable quoi. Non, c'est pas, ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, euh, c'est que, comme je te le mentionnais tout à l'heure, on veut vraiment, vraiment, vraiment être perçu comme un détaillant traditionnel, entre guillemets. Je dis traditionnel, on ne l'est pas parce qu'on fait quand même les choses un peu différemment, mais on veut être perçu comme un revendeur officiel. C'est pour cette raison qu'on ne se permet pas de faire n'importe quoi. Ouais, Si on ne peut pas livrer une montre neuve, on va pas dire, ah, on pourrait vous en trouver une d'occasion. Non, alors, il y a assez de marchands de montres pour faire ça. ouais. Pour acheter des montres d'occasion, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de vendre des montres neuves, c'est de représenter des marques et c'est ça c'est Hmm. ça qu'on fait et qu'on fait bien. Hmm. D'ailleurs, comment tu gères la logistique de l'expédition des montres? Est-ce que quand tu reçois une commande sur ton site, tu contactes directement la marque? Tu as des logiciels pour l'automatiser? Ouais, alors, d'abord, notre plateforme a été développée 100% sur mesure. Et l'automatisation des commandes en fait partie. Aujourd'hui, quand une montre est validée, quand une vente est validée sur notre plateforme, on a un email qui part automatiquement vers la manufacture avec les coordonnées du client, la référence vendue, et eux, ils nous donnent un délai en général pour la plupart des manufactures avec lesquelles on travaille ou fournisseurs. Dans les 2 à 3 heures, on a un délai de livraison à annoncer au client. Hmm. Donc, ouais, justement, je voulais te poser une question sur la technologie que tu utilisais derrière ta plateforme, mais donc tu réponds C'est à la c'est- question que c'est- j'avais. c'est- 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 c'est Drupal. C'est du Drupal. Ok, que Ouais, c'est du Drupal. vous avez customisé un Drupal en fait. Totalement. D'accord. Ouais, totalement. Ouais, Ok. ouais. Toujours au sujet des expéditions, comment tu gères les risques qui sont liés à ça en fait? Parce que moi, bêtement, j'imagine, parce que c'est quand même des produits qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, Ouais. je me dis, s'il y a interception au niveau de la livraison, enfin, ça pose vraiment un gros problème. Je Alors, il sais. y en a malheureusement, hein, Ah, il y en a. Alors, nous, on gère tout ce qu'on peut gérer. C'est-à-dire qu'on a mis en place le plus de points de vérification possible.
On a aujourd'hui mis en place un service de livraison avec notre transporteur qui implique donc remise contre pièce d'identité, Hmm. présentation de pièce d'identité, signature et uniquement à la personne ayant signé le contrat de financement. Ce qui veut dire que si demain j'arrive chez toi avec ma montre que t'es pas là et que c'est ton épouse ou Ouais, même ça ta marche maman, pas. ton papa, non, on n'a pas le droit de remettre la montre. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas d'usurpation d'identité interfamiliale. Donc ça veut dire que finalement c'était le fils typiquement qui avait pas de revenus particuliers ou qui était pas solvable, qui a pris la pièce d'identité de sa maman, Hmm. qui s'est mis en ligne avec l'adresse email de sa mère parce que il y avait accès à travers son ordinateur, avec son numéro de téléphone parce qu'il pouvait confirmer le SMS parce qu'il y avait le téléphone à portée de main. Et ensuite, quand on arrive et qu'on livre la montre, il n'y a pas de problème. On a remis la montre à son fils, hein. Et un mois plus tard, quand la maman elle reçoit la première facture, elle dit, j'ai jamais commandé de montre chez vous. Donc voilà, ce sont des choses qui sont arrivées. On a malheureusement dû passer par là pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui et les points de contrôle et les restrictions qu'on a dû imposer aujourd'hui à nos acheteurs. Hmm. Mais aujourd'hui, aucune montre n'est remise sans présentation de pièce d'identité, signature et sans que la pièce d'identité soit liée directement au nom qui est sur le contrat. Hmm. Ça, c'est ce qu'on a pu faire. Après, tu penses bien qu'avec le nombre de pièces qu'on a qui partent tous les jours d'ici, Ouais. il y en a qui se perdent. Ou il y en a, malheureusement, voilà, ton transporteur va dire, je suis désolé, j'ai 95% Ouais. de mon staff qui est irréprochable, j'ai 5% de mon staff qui va mettre l'amende dans la boîte à lait. Euh, Peut-être que l'amende disparaît, peut-être que le client de l'autre côté se dit, ah bah tiens, on m'a pas fait signer, je vais dire que j'ai jamais reçu ma amende, j'en sais rien. Hmm. Quoi qu'il en soit, on est confronté à ce genre de problème. Hmm. C'est impossible d'y parer à 100%. Mais on a aujourd'hui mis en place un système qui nous permet en tout cas d'optimiser à Hmm. 99% nos livraisons. Et dirais-tu que c'est plus sécurisé, ce serait pas plus sécurisé de passer par des points de relais? Ou est-ce que tu penses que c'est moins sécurisé? Non, on l'a fait en partie et on a supprimé les points de relais Ah. parce que les points de relais sont pires. Ah. Parce que dans les points de relais, finalement, on a remarqué que souvent, euh, notre transporteur travaille avec des points de relais qui sont des kiosques, qui sont des supermarchés, qui sont voilà, différentes enseignes. Les gens ne travaillent pas directement pour le transporteur. Je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais c'est à peu près ça. Et donc, quand une personne arrive avec une casquette, des lunettes de soleil et puis une pièce d'identité qui n'est pas exactement la sienne, mais qui ressemble plus ou moins, on leur donne la montre sans problème. Hmm. Donc ça, on a supprimé les points de relais Hmm. parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les points de relais. Hmm. Ouais. Hmm. On n'a pas du tout réussi à responsabiliser les personnes en charge au point de relais. Ouais. Ah, je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais je sais qu'en France, ça arrive assez souvent que quand on reçoit un colis, enfin quand par exemple, je dois recevoir un colis, puis finalement c'est ma femme qui va signer à ma place et ça pose aucun problème. Ouais. La plupart du temps, ce qui est assez hallucinant, hein, que ce soit pour UPS, FedEx, La Poste. Donc je sais pas avec quel prestataire vous passez, mais Écoute, vous êtes au courant. on en a fait plusieurs. Ouais, Aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 ans qu'on est avec le même. On travaille avec ce transporteur parce qu'il nous permet justement d'imposer ce contrôle d'identité à la livraison. Hein. ouais. Après voilà, Il y a toujours des risques, mais de toute le, façon, ouais, le 100% n'existe pas. ouais. Mais bon, Et, et- ça fait partie du risque, ouais. et j'ai envie de dire, même dans un commerce traditionnel, le risque existe également aussi, Bien hein. sûr, Donc, bien sûr. il peut y avoir des braquages, ce genre de choses. Bon, on Ouais, parle pas de ouais, malheur, ouais. mais Ouais. le risque est toujours présent. J'aimerais revenir sur ta plateforme. Est-ce que vous avez mis en place une surveillance des données, une analyse de vos données utilisateurs pour améliorer l'expérience client? Est-ce que vous avez mis en place des pratiques là-dessus? Euh, une surveillance des données, tu dis, qu'est-ce que Ouais, tu par entends exemple, par là? est-ce que vous traquez le parcours utilisateur?
pour Oui, voir où il y a oui, des oui, points de oui, friction, ce oui, genre de oui, choses? oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, on travaille évidemment, on a un staff qui fait ça à l'interne. On travaille aussi avec une agence qui nous accompagne dans ces différentes démarches. Euh, on a aujourd'hui une analyse très poussée du parcours utilisateur. Alors, on a évidemment toujours un problème de tracking qui est lié aux lois, hein, surtout en Europe, qui nous permet pas aujourd'hui de traquer. Plus de la moitié des utilisateurs aujourd'hui ne peuvent pas être traqués, donc on n'a pas le moyen de savoir exactement d'où ils viennent ou exactement comment ils arrivent sur notre site. Mais tout ce qui est traquable aujourd'hui, on l'a, on le travaille, on l'étudie et on l'exploite. Ok, ok. Et Ouais. quand tu as parlé de plus de 50% de personnes dont tu n'arrives pas à savoir d'où est-ce qu'ils viennent, j'imagine que c'est par rapport aux cookies donc, qu'ils ont par C'est Facebook. ça, c'est Et, ça. donc pour rebondir là-dessus, quels canaux d'acquisition tu utilises pour justement faire venir des gens sur ta plateforme? On travaille énormément avec les réseaux sociaux. Hmm, Évidemment, tout ce qui est Facebook, Instagram. On travaille aussi beaucoup avec le référencement hmm, payant et naturel à travers l'AdWords. Et puis, de plus en plus, depuis l'année dernière, sur des campagnes de notoriété qui vont être ou à travers la presse locale ou à travers des campagnes d'affichage dans les aéroports, dans les parkings, etc., etc. ouais, ouais. Les gares et autres. Ouais. Et donc tu dirais que le canal d'acquisition qui te rapporte enfin, qui te ramène le plus de nouveaux clients, tu dirais que c'est plus un canal d'acquisition, on va dire plus Digital. organique ou c'est du SEO par exemple, c'est ça qui te rapporte le plus ou c'est qui te ramène le plus ou c'est difficile à Alors, dire. alors, il y a, il y a deux facteurs. Alors, il y a évidemment le trafic qu'on va pouvoir générer. Hmm, Mais nous, on a un facteur de conversion qui est un petit peu particulier par rapport à n'importe quel e-commerce traditionnel. C'est que finalement, il n'y a qu'une petite partie des commandes ou des achats effectués sur notre plateforme qui vont être validés parce qu'il y a la partie des potentiels vérification. clients qui ne sont pas solvables. Ouais, Pardon, qui ne sont pas finançables, j'ai envie de dire. ouais. Donc finalement, on a plus de la moitié de nos commandes, malheureusement, qui sont refusées Hmm, et qui sont pas financées. Donc, si tu veux bien, on a un parcours d'acquisition client qui est énorme à travers les réseaux sociaux, mais c'est pas le plus qualitatif hmm. en termes de conversion Ouais, à j'imagine. 100%. Par contre, bah, évidemment, on a un parcours d'acquisition qui est un petit peu plus fiable, un peu plus sérieux à travers le référencement, à travers Google Hmm. et les différents moteurs de recherche, oui. Et mettre des pubs, par exemple, je vais dire une bêtise, hein, mais par exemple dans des magazines financiers ce On genre le de fait, choses. on le fait, on le fait, on le Hmm. fait, on le fait. Je suis pas certain que notre cible soit forcément le banquier du coin, parce que souvent, bah, c'est quelqu'un qui va s'acheter sa montre et qui va la payer en cash. Hmm. On a tendance à démarcher une clientèle ben, qui a peut-être un petit peu moins de moyens. Ouais, ouais, on, on a néanmoins une clientèle qui est aussi un petit peu opportuniste. C'est-à-dire qu'on a, à mon avis, pas mal de gens qui tombent sur nos ads, qui ont peut-être jamais pensé, ou en tout cas qui songent pas à s'acheter une Breitling, une Tag et qui, en voyant notre ad, se disent, waouh, je peux m'acheter une Tag pour 49 € par mois. Là, Ouais. j'ai envie. Devant la bijouterie, quand je passe et puis qu'elle vaut 2 800 €, non. Mais à 49 € par mois, Hmm. c'est le prix de ton abonnement de portable. Ouais. Donc pourquoi pas? Euh, donc, on le fait, je pense qu'on le fait à travers, bah, comme tu le dis, des revues financières, etc. Plus dans une démarche de notoriété, Hmm. parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le smart buyer. Le smart buyer, typiquement,
c'est finalement le client qui a les moyens de s'acheter une montre à 4 800 francs, mais qui se dit, je peux l'acheter sans frais ni intérêt et la payer 100 francs par mois, Mm. j'y vais direct, et le reste de mon argent, je l'utilise pour faire autre chose. Voilà. Est-ce que, est-ce que la solution, ça pourrait pas être de basculer, j'en sais rien, de basculer sur un modèle locatif et donc du coup, à travers ce financement, finalement, on paye chaque mois une somme fixe, attirer peut-être des gens qui ont plus d'argent, mais en changeant un peu la proposition, en leur disant, bon, bah, en passant par nous, vous pourrez changer de montre le mois prochain si vous souhaitez, mais vous payez toujours la même somme. Est-ce que... Non, Écoute, c'est compliqué, j'imagine, à mettre en place. ouais, oui. Alors, c'est compliqué pour différentes raisons. C'est compliqué tout d'abord parce qu'on n'a pas de stock. Ouais. Si on avait des montres, si on avait un stock dormant, ça pourrait être intéressant et même sain finalement de le faire tourner et qu'il puisse générer de l'argent. C'est pas notre cas. Chaque fois qu'on vend une montre, ou alors plutôt, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on achète une montre, elle est déjà vendue. Hmm. Ce qui fait que finalement, on n'a pas d'immobilisation de stock, pas d'immobilisation financière, d'où le fait qu'on ne pense pas forcément à un concept comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, on est en train de mettre en place un programme de buyback. Euh, Hmm. Comme ça fait maintenant un peu plus de 6 ans qu'on existe, on a de plus en plus de clients qui sont arrivés au bout de leur financement et donc au bout de leur paiement. C'est à ce moment-là que nous, on va retourner vers eux et leur dire, bah, si vous êtes intéressé à prendre une nouvelle montre, on peut vous proposer de racheter votre montre, Hmm. diminuer, si vous voulez bien, le montant du paiement de la nouvelle montre, du solde de celle qu'on vous aura rachetée, et vous repartez sur un contrat qui sera du coup certainement un petit peu moins cher et vous avez une nouvelle montre. C'est smart. Ouais, Ouais, je pense que ça, ouais. c'est... Ça nous permet de donner une deuxième vie. Et nous, on a un partenaire avec qui on travaille qui rachète les occasions. D'accord. Donc voilà, ce serait à travers un partenaire tiers. Bah, du coup, ça rejoint ma prochaine question par rapport au projet futur que tu as pour Watch Dreamer. Est-ce que ça fait partie de... J'imagine que ça fait partie d'un des projets que tu as Alors oui, pour la ça, plateforme. c'est un volet d'évolution. En dehors de cela, on a un projet qui va te parler, c'est le lancement du marché français. Ouais, Et on arrive en France au tout début de l'été. intéressant. Avec un partenaire financier en France qui va nous permettre justement de reproduire notre offre sur le territoire français. Ok. Faites attention comment, le prestataire pour la livraison. Parce que- Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Écoute, on va. Alors, j'ai envie de dire que je vais pas dire qu'on est rodé parce que je pense que ce sera encore plus compliqué J'ai en France. j'ai quelques noms en Euh, tête que je peux te donner en off peut-être de prestataires qu'il faut ouais, mieux ouais. Alors, éviter. ouais, on va travailler principalement avec les prestataires avec lesquels travaillent déjà les manufactures, D'accord. euh, en espérant que ça conviendra. Voilà. Hmm. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Et donc oui, donc tu prévois d'aller en France l'année prochaine. Est-ce que Ou non, ah, cette cette année, année, début de pardon, l'été. Ouais, pardon, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc tu prévois une expansion au niveau Europe principalement? Alors, Est-ce que on va lancer la France tout en sachant que notre partenaire financier pour la France est également présent sur d'autres pays, Hmm, notamment comme l'Espagne, l'Italie, ce qui pourrait nous permettre, si on rencontre le succès espéré en France, hmm, d'aller développer aussi d'autres territoires voisins, hmm. comme l'Italie et l'Espagne. Et à voir si après on continue à grandir dans ce sens-là. Ouais, mais c'est de toute façon c'est de toute façon le but et le Hmm. projet, je dirais, à moyen court terme. Ouais. C'est de grandir international. Tu sais, j'ai vécu, je te l'ai pas dit, hein, j'ai vécu un petit peu en Asie quelques années et Ok. je me dis que ça intéresserait beaucoup de personnes en Asie.
Notamment, bon, ça va te faire rire, mais je pense à des personnes que je connais et qui, voilà, ils aiment bien avoir des montres de luxe parce que ça montre, voilà, Mhm. ça montre une image d'eux-mêmes qui est positive, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est, voilà, ça pourrait correspondre à une certaine demande en Asie. Voilà. Moi, j'en ai aucun doute. Tu dois savoir que la première fois que je me suis rendu à Paris pour trouver un partenaire financier, c'était en 2019. Hmm. Donc, il m'a fallu 5 ans Ah, pour trouver un partenaire financier. Non pas qu'il n'y ait pas de bons partenaires financiers, il n'y avait juste pas le partenaire financier qui nous permettait de financer sur du crédit, entre guillemets, instantané, mais surtout 100% digital, hmm. en allant au-delà de 3 000 euros. Et c'est le problème qu'on rencontre notamment en Asie, qu'on rencontre sur d'autres territoires qu'on explore, c'est que souvent ces facilités de financement, ou disons Hmm. ces modèles de financement qui sont assez user-friendly pour l'utilisateur, ont des limites assez basses qui ne nous Ouais. permettent pas, avec les produits qu'on met en avant, de pouvoir financer la majeure partie de notre stock, ou en tout cas des montres qu'on présente. Ok, ouais, je vois, effectivement, Ouais, c'est un frein. c'est un frein important et finalement c'est ça qui peut, enfin, c'est les défis auxquels tu fais face pour scaler en C'est fait. ça. Finalement, c'est, C'est complètement ça. ouais. Ok, ben on arrive sur la fin de ce podcast. J'ai encore deux petites questions à te poser, notamment enfin, les questions un peu traditionnelles que je pose sur la fin. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui souhaiterait lancer une plateforme similaire, mais pour un autre produit, hein, pas pour le même que le tien? Imagine quelqu'un, il nous écoute et il a l'idée de faire la même chose, donc une plateforme qui permet un financement à 0% d'un produit de luxe, mais qui ne serait pas une montre, mais autre chose. Quel conseil tu lui donnerais? Euh, de bien, de bien s'organiser au niveau de son sourcing. Je pense qu'aujourd'hui, vendre dans le luxe, c'est pas compliqué. Il y a assez de monde qui rêve d'acheter du luxe. Après, je pense qu'il faut vraiment les approcher de la bonne manière. Par contre, pour sourcer du luxe au bon prix, Hmm. en quantité, c'est c'est compliqué. Ouais, Euh, Après, sur de la deuxième main, etc., c'est des autres business. C'est des autres business. Mais disons que si une personne veut faire si une personne veut faire du neuf, comme on le fait nous, hmm, l'industrie du luxe, c'est aujourd'hui une industrie qui est très fermée. hmm, Et nous, ben voilà, on a fait le dos rond pendant longtemps, hmm, avant même qu'on nous prenne au téléphone, qu'on nous adresse la parole. Il nous a fallu beaucoup de temps pour faire nos preuves. hmm. Euh, on a encore du travail et c'est peut-être le plus gros défi aujourd'hui, c'est de réussir à être accepté au sein de cette industrie et d'être reconnu comme un acteur de qualité. Ouais, j'imagine, c'est un frein important Ah, et c'est pas négligeable, ouais. c'est pas négligeable. Et en plus, j'ai l'impression, tu me confirmeras si j'ai raison ou pas, mais parfois, certaines marques de luxe, sans donner de nom, elles organisent un petit peu ce côté. Alors, il y a le terme en anglais qui me vient, en français, je ne sais plus comment le dire, scarcity. Donc, ils font en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de produits, en fait, pour créer une forme de tension sur le marché. Alors qu'en fait, ils auraient les moyens de créer plus de produits, mais ils font en sorte d'être dans un état de, De shortage. voilà, de Ouais, shortage pour, euh, pour, euh, complètement, pour complètement. avoir un effet sur le prix, je Écoute, sais pas. écoute, ça, j'ai envie de te dire, et on l'a assez vécu ces dernières années avec les fluctuations de l'économie en général, hein, avec la flambée des crypto-monnaies, etc., etc., et la flambée de la bourse aussi juste après le Covid. Euh, et ça crée finalement des situations à travers lesquelles certaines industries, dont l'industrie du luxe, quand ils ont assez de demandes, peuvent se permettre justement de se dire, bah tiens, cette collection-là ou cette référence-là, on va créer un shortage, on va essayer Ouais, de faire en sorte que la demande soit plus forte que l'offre, ce qui va finalement créer une certaine spéculation autour du produit.
Ce qui va aussi créer un marché parallèle, incontestablement, avec des gens qui vont revendre plus cher ce qu'ils ont acheté au prix list parce qu'ils ont réussi à mettre la main dessus. Hmm. Ça a été très très bien fait, hein, par certains grands acteurs de l'industrie horlogère. Rolex les premiers, mais Rolex le font depuis 30 ans avec leur Daytona. Euh, mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que je pense que les tout grands peuvent se le permettre. Mais pour ceux qui font, entre guillemets, du day-to-day business avec une marque peut-être un peu moins forte ou euh, ouais, un peu moins confirmée, je dirais, en termes de position de leader du marché. Hmm. Moi, j'en ai vu des petites marques horlogères qui, à un moment, nous ont dit, ah, bah, cette référence-là, on peut plus la livrer. Hmm. Et on savait très bien que toutes les bijouteries du coin en avaient 20 en stock. Ouais, C'est juste qu'ils se sont dit, bon, les ventes explosent chez tout le monde, on va essayer de recréer un petit peu ce modèle-là. ouais, Et certains se sont mordus les doigts. ouais, Donc, certains peuvent le faire. Je pense que c'est une démarche commerciale qui est hyper intéressante, et qui rend certains consommateurs juste totalement fous, quoi. On n'a ouais, qu'à regarder comme l'ont fait Hermès avec certains sacs ou comme l'ont fait ouais, certaines marques de montres avec certaines références. Ce qui a fait le bonheur aujourd'hui des maisons de vente aux enchères, hein, Sotheby's et autres, qui finalement réalisent des ventes totalement folle, avec des montants qui font pas toujours beaucoup de sens. Mais voilà, derrière, il y a un génie. Ils ont su manipuler finalement, ils ont su manipuler le marché. ouais. Oui, mais oui, et ça, c'est étonnant que ce soit pas. Enfin, c'est autorisé, en même temps, on peut pas tellement le contrôler, donc enfin, c'est. Ouais, alors c'est autorisé. Il y a quand même, il y a quand même certaines lois, hein, sur le commerce, sur la non-concurrence, etc., qui aujourd'hui essayent de réagir par rapport à ça. Je sais, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas le dossier assez bien, mais je sais qu'il y a des gens qui ont porté plainte aux États-Unis contre Hermès, justement, du fait qu'ils refusaient de livrer certains modèles de sac à main. Euh, et je me demande même s'ils n'ont pas eu gain de cause. Je veux pas te dire de bêtises, mais ça reste à double tranchant. Ils ont fait une class action, c'est ça? Ouais, absolument. Absolument. Eh ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Paul. C'est la fin de ce podcast. Bon, ben écoute, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup.